Donc pour ceux qui ne connaissent pas le film, vous allez voir, c'est un de ces films peut-être les plus faciles de ces dernières années. Il y a une histoire qui est relativement simple, hein, encore que, bon, il y a peu d'histoires vraiment au sens de la petite histoire, puisque le sujet du film, c'est plutôt la grande histoire. Donc vous allez voir, le film est en deux parties, une grande partie en noir et blanc, qui est le présent du film, et puis après un retour en arrière qui est tourné en couleur, mais qui est très bien indiqué. Il y a un carton 2 ans auparavant, etc. Donc vous allez voir, le film est très facile à comprendre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est exprès. Hein. Il a toujours dit, c'est pas la peine de tout comprendre. Par contre, quand il a des choses qu'il veut faire comprendre, il les fait très bien comprendre, vous verrez. Il n'a pas peur de répéter des citations. Enfin voilà, je ne vous présente pas plus le film, je crois qu'il suffit largement à lui-même. Et puis donc, à tout à l'heure pour le débat avec Jean-Luc Godard qui va nous rejoindre. Voilà, bon film à tous. Est-ce que ce film, s'il avait une histoire, ça serait l'histoire d'un adulte qui veut exister? Oui, on peut dire que ça, que le trajet parcouru par par Edgar, joué par Bruno Pujolu, on peut dire que peut-être à la fin, lui a une sensation de commencer à exister. C'est ce que dit du reste son espèce de valet, serviteur, accompagnateur, effectivement qu'il le découvre. C'est un peu ces romans que j'aime bien, ces romans dits d'initiation, de formation. Et exister, ça a à voir avec la mémoire? Bon, alors ça, il faut demander aux philosophes, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Godard. Votre personnage Edgar, à un moment, dit qu'il n'y a pas de devoir de mémoire, que la mémoire est un droit. Et si j'ai compris un petit peu votre film, finalement, la mémoire, c'est l'amour. Ce n'est pas Edgar, c'est un des personnages qui est un peu son père adoptif, qui est joué par que j'ai appelé Rosenthal, ce nom juif, et puis qui est joué par Claude Bénière, qui est le critique cinématographique du Figaro, qui en général n'aime pas ce genre de film, mais qui est un personnage, un homme très, très sympathique, et je trouve très, très bon acteur. Et c'est lui qui dit à un autre qu'il n'y a pas de devoir de mémoire, qui est devenu un cliché, mais un droit à la... Mais un droit, si vous voulez, même qui n'a pas... Enfin, voilà. Le reste, je vous laisse responsable de ce que vous dites. D'autres questions? Oui. J'aimerais savoir pourquoi vous avez intitulé votre film Éloge de l'amour, parce que pour moi, c'est plutôt une variation sur la mémoire. C'est parfois énormément d'amour. Pourquoi? Ouais, vous l'avez bien choisi, votre titre. J'ai plutôt l'impression que c'est lui qui m'a choisi. J'ai souvent des titres comme ça qui traînent, et puis à un moment, j'essaye de voir où il y a une direction, et puis ensuite d'aller dans cette direction. Ça peut être un morceau de musique ou un titre. Moi, c'est souvent des titres, je ne sais pas, et puis ensuite, je vais voir qu'est-ce qui pourrait s'appeler comme ça, et je pense qu'il y a un éloge de l'amour, de toutes les formes d'amour, l'amour du prochain, l'amour de la France, l'amour de la résistance, l'amour de ceci, l'amour de cela. Et donc, on parcourt beaucoup de formes d'amour, et puis que le mot éloge est je crois dans la littérature française, on aurait pu l'appeler le tombeau de l'amour aussi, comme on disait le tombeau de Couperin ou le tombeau de Baudelaire, mais si j'avais appelé le tombeau de l'amour, je ne sais pas, je me doute de ce qu'aurait été votre question. Oui.
Une petite question sur la forme. Là, il y a beaucoup de. Les plans sont souvent séparés par des noirs. C'est des noirs qui séparent les plans ou c'est au contraire les plans qui apparaissent au milieu de la nuit? Vous l'avez vu comment au montage? Ben, moi, je mets des noirs maintenant quand, si vous voulez, quand je pense que le plan doit finir, mais si je pense que l'autre, c'est un peu trop tôt pour qu'il commence, eh ben, on met un noir. Comme en musique, on peut mettre un silence, toutes les notes ne se suivent pas nécessairement. Donc ça peut mettre du rythme qui remplace aussi, on utilise encore des cartons des fois où il y a des... Voilà. Oui. Et pourquoi une partie en noir et blanc et une partie en couleur? Alors pourquoi évidemment une partie en noir et blanc, une partie en couleur? Ben, je pense pour faire une différence, un contraste, et puis comme j'ai un peu l'esprit ou le mauvais esprit de contradiction, je pense que les gens, normalement, le cinéaste habituel aurait fait la partie présente en couleur, et puis la partie passée en noir et blanc, et il me semblait qu'il fallait mieux faire l'inverse, que le présent, et même la notion de présent photographique, les trois quarts des photographies, des photos dans les journaux sont pour les raisons commerciales, mais sont quand même en noir et blanc, et que la couleur devait un peu magnifier le passé. Je pense que quand on lit Proust, les lettres, l'œuvre elle-même est en noir et blanc, et en lettres noir sur blanc, mais ce dont elle parle, même la Madeleine de Proust, je pense sa Madeleine, on la voit un peu colorée. Donc, enfin, il y avait ça, que ça fasse un contraste et autre chose. Oui, c'est la raison pour laquelle vous avez travaillé justement les couleurs de la deuxième partie, qui est le flashback, dans un sens de les magnifier. Oh, ben, c'est-à-dire s'il y avait eu de l'argent et qu'il y avait encore des possibilités techniques aujourd'hui, j'aurais voulu qu'il y ait une vraie différence, mais j'aurais aimé faire la deuxième partie en ce qu'on appelait autrefois en 70 mm, en Super Technirama 70 mm, qu'on voit tout à coup tout à fait autre chose, mais ça n'existe ni en exploitation, ni en production non plus. Alors plutôt que de faire ça, j'ai dit faisons le moins cher, au contraire, faisons le plus pauvre et le moins cher possible, et ce plus pauvre, exaltons-le, prenons une petite caméra vidéo, et ensuite profitons de ce qu'on n'aura pas une bonne retranscription 35, car on ne cherche pas la fidélité. Mais je suis plutôt, moi, la peinture que j'aime bien, c'est la peinture de ce début de siècle, même des peintres plus mineurs, comme Derain, comme Vlaminck, j'aime beaucoup Vlaminck, par exemple, les paysages de Vlaminck où les arbres sont rouges, là, les maisons sont bleues, Van Dongen, enfin les premiers Matisse ou les premiers Kandinsky, et ça avec les moyens du bord, on peut le faire nous-mêmes. On a pris un petit écran NEC, mais on travaille nous-mêmes, ce qu'on ne pourrait pas faire dans un laboratoire et qui coûterait trop cher. Évidemment, si on veut la fidélité, une grande fidélité, qu'on le fait pour des raisons d'économie, comme par exemple Romer a fait son Anglaise et le Duc, je trouve assez mauvais par rapport à ce qu'on devrait faire. Il devrait dépenser soit beaucoup plus d'argent, et d'un point de vue plastique, ça ne vaut pas la Marquise d'O, par exemple. C'est pas la peine, si on veut la même chose, de faire différent pour avoir, enfin, pour vouloir la même chose. Voilà. Et pour le noir et blanc, vous avez retrouvé le noir et blanc après des années, puisque vos premiers films ont été en noir et blanc. C'était une volonté de tourner en noir et blanc quand même, ou c'était le fait qu'il y avait beaucoup de nuit, il y avait une raison Le fait que c'était surtout, oui, le fait que c'était
plutôt la nuit, retrouver le noir et blanc, ben, il était toujours chez Kodak, c'était cette bonne vieille Doublix, qui est une pellicule splendide, et qu'on a utilisée normalement et qu'on a fait tirer après en noir et blanc aussi, et non pas en couleur, ce qui ne fait pas le noir et blanc ce qui fait le noir et blanc d'autrefois, tout à fait, où il y a beaucoup de gris. Ce qui est joli, c'est le gris aussi. Le fait qu'il y ait beaucoup de nuit, certainement influencé dans ce sens. Ou peut-être une fois que j'avais décidé arbitrairement noir et blanc, je me suis dit, bon, on va tourner beaucoup de nuit. Oui, la succession de la couleur après le noir et blanc, est-ce que c'est une façon aussi de faire appel à la mémoire du spectateur, la mémoire qu'il a de l'histoire du cinéma? Le cinéma fait appel à la mémoire. Après chaque image, il y en a une autre, et puis une autre, et puis une autre. Je vois pas, non, Il y a un moment dans votre film que j'ai trouvé sublime. Ça fait 2 fois que je le vois, que je vois votre film. Et j'aime beaucoup ce passage du phare au bout du monde, qui devient une petite loupiote et qui rentre petit à petit dans la tête d'Edgar. Vous avez évoqué tout à l'heure Baudelaire, vous avez évoqué tout à l'heure vos peintres, et moi j'ai pensé évidemment au phare des Fleurs du Mal. On voit aussi les Mémoires d'Outre-Tombe. Voilà, je trouvais ce moment sublime. Et pour revenir un peu sur votre question, moi je trouvais un petit peu que la mémoire collective ou individuelle, c'est l'amour. Il y a un autre film qui parle de la mémoire en ce moment, c'est Sobibor, le 14 octobre 1943, 16 heures précises. Et en discutant avec Lanzmann, j'avais trouvé que la mémoire, pour lui, c'était la parole vive. C'est-à-dire que les institutions commémoratives fabriquaient plus de l'oubli que de mémoire. Donc j'aimerais un peu avoir votre sentiment aussi sur le film de Claude Lanzmann. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu encore. J'irai le voir si jamais je vais à Paris, parce que là où j'habite principalement, c'est tous ces films, on les voit pas. Donc certainement, j'irai le voir. Le reste, je sais pas quoi vous dire. Chateaubriand, ça me paraissait normal, puisque ça paraît. Enfin, ça me paraissait normal. Et puis c'est à cause de cette phrase, je redescendrai les Champs-Élysées. Bon, ben, les Champs-Élysées, les gens les comprennent comme ça. Puis les Champs-Élysées, c'était avant le dernier voyage aussi dans la mythologie grecque. Et puis Chateaubriand est un enfant de Bretagne aussi, donc tout ça venait un peu normalement ensemble. Et comme il y avait question de mémoire, qu'on se serve de ce titre qui est ce très beau livre que sont les mémoires d'outre-tombe. Donc tout ça, c'est des associations. Moi, je pense pas beaucoup. Après, quand j'étais plus jeune, j'aimais commenter beaucoup ce que je faisais. Et comme ça, aujourd'hui, beaucoup moins. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de commentaires et qu'on peut regarder les choses, et surtout ce genre de choses qui, plus ou moins bien, possède ses propres pistes de commentaires, ses propres possibilités de commentaires. Voilà. Moi, je vous ressens. Je vous ressens, bien sûr, comme tout le monde, cinéaste, mais je vous ressens beaucoup aussi comme peintre, comme philosophe, comme musicien. Dans toute votre œuvre, on ressent toute une rythmique, comme justement la musique, on ressent le travail sur les images et tout. Est-ce que vous vous sentez aussi peintre, plasticien, musicien?
c'est une banalité de dire que le cinéma est un peu tout, a toujours été un peu tout ça. Peintre, non, je dirais plasticien, oui, disons plasticien, c'est quelque chose qui a été un peu oublié dans le cinéma, et j'y suis sensible, surtout que sous l'influence de la télévision, on ne peut pas trop dire que les 3/4 des images de télé sont... Il y a quelque chose de plastique, si vous voulez. Le reste, non, musicien, je m'y connais peu, j'écoute peu. En général, je me décide pour un type de musique, et là, on est en rapport avec une maison de disques de Munich qui publie et qui édite beaucoup de musique, certaines un peu plus connues que d'autres, celle de Keith Jarrett ou celle d'Arvo Pärt. Et d'attendre et c'est des musiques, moi, qui me font, des fois, qui aident à penser, qui donnent un son. Mais ce son, il n'a rien d'autre, mais on a l'impression qu'il vient d'un endroit où le film qu'on prépare ou qu'on a envie de faire doit aller aussi. Et il y a déjà une indication, comme un son, comme une étoile du berger sonore, si vous voulez. Le reste, non, le cinéma est fait pour penser, mais je pense, mais il peut penser souvent sans parler après. Ou alors il faut des gens qui parlent très bien et qui savent bien écouter aussi, ou qui savent bien parler, comme peut-être certains d'entre vous le verrez dans le film d'Anne-Marie Méville tout à l'heure. Vous associez le mot penser à l'image de la ruine de Séville, l'ouvrage de Séville. Pourquoi ce rapprochement? Alors c'est la fameuse phrase toute pensée devrait être le souvenir de la ruine d'un sourire, c'est ça? Pourquoi ce français devrait rappeler la ruine d'un sourire, le naufrage d'un sourire? C'est une phrase de Sioran. Sioran fait toujours beaucoup rire dans ses rapprochements et des choses comme ça. Donc je pense après, ça permet de penser peut-être le lendemain de quelque chose, de s'en souvenir, comme un tableau, pas tout de suite, ou comme un bout de musique, et pas tout de suite, ah ça veut dire que, etc. Ce que je voulais faire penser, c'est faire écouter ces phrases et puis donner aussi un certain sentiment du temps des phrases et faire écouter une fois la même phrase dans deux endroits différents. Si un spectateur s'en souvient, je dis, c'est déjà ça. C'est déjà ça et c'est très bien et il n'y a rien à en dire de plus. Ils l'entendent et psychologiquement, c'est une bonne idée de scénario ou de mise en scène, parce que ça fait exister le personnage qui l'écoute. Et donc on se souvient qu'il l'a entendu, peut-être. Il n'y a rien de plus. Or, comme c'est une phrase mystérieuse, le mystère reste entier, ce qui est peut-être pas mauvais. Alors on peut penser que tout mystère... Il y a une autre phrase de Sioran à un moment, c'est... je m'en souviens que c'est quelque chose, tout mystère profane, et la solution à son tour profane le mystère ou quelque chose. La question profane le mystère et la solution profane la question. Voilà, il faudra revoir le film. Donc tout ça, s'enchaînent comme des tâches je travaille plutôt, je suis plus sensible comme ça. À des moments, on se trompe et il y a besoin parce que je n'ai pas un scénario assez bon, une équation assez solide au départ, si vous voulez. Justement, au départ du film, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la première partie d'abord et vous avez tourné la deuxième ensuite? Ou c'est venu comment? Dans quel ordre c'est venu? Oh, ça a été très long, il y a eu 2 ou 3 scénarios qui étaient...
Puis petit à petit, je suis arrivé à une idée de faire simplement une histoire d'amour qui aurait mieux que vous n'auriez pas posé votre question, car vous y auriez vu, qui était faire les 4 moments, disons, clés ou serrures de l'amour, les 4 moments bateaux de l'amour, la rencontre, la passion, la séparation, et éventuellement les retrouvailles. Après, de les faire chez les 3 âges, grosso modo, l'adolescence, l'âge adulte et puis la vieillesse. Et puis j'ai vu que j'avais aucune peine à concevoir, à trouver lesquels exactement, mais à concevoir des moments de l'adolescence, parce que des jeunes, c'est des jeunes, on le voit tout de suite, si vous voulez. Les vieux aussi, il fallait en concevoir le mot, mais j'avais pas à me préoccuper de raconter une histoire d'où ils venaient, enfin. Et puis par contre, avec les adultes, je n'y arrivais pas. J'étais forcé de faire du Téchiné, du Spielberg, comment elle s'appelle cette terrible femme qui a fait K.O. Colin Serrault. Colin Serrault. J'étais forcé de faire de raconter une histoire. Il est dentiste, il la rencontre, ou ceci, que sais-je, ou il la tue, ou une histoire policière, que sais-je. Je m'embarquais dans une histoire invraisemblable. Et donc ça n'allait pas. Donc tout ce qui me restait après, je pouvais dire, il me reste des jeunes, des vieux, puis il me reste quelqu'un qui est lui-même au début de l'âge adulte et qui pense qu'il n'y a pas d'adulte. Et ça m'a rappelé du reste une phrase de Malraux que j'ai citée déjà dans beaucoup de films, qui est d'abord les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on ne le croit, et le fond de tout, c'est qu'il n'y a pas de grande personne. Oui. Moi, ce que je crois dans vos films, parce que j'en suis là, je trouve, c'est qu'en fait, il y a un âge qui est totalement présent, c'est l'enfance. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enfant. Il y a l'enfance, nous sommes tous des enfants, mais il n'y a pas d'enfant. C'est étonnant quand on parle de la mémoire. J'espère que vous verrez tout à l'heure le film d'Anne-Marie Miéville, parce qu'au début, il y a des enfants, et puis après, il y a les adultes. Et puis, en général, la critique qu'on fait, c'est que vous avez fait du reste, c'est que diable viennent faire ses enfants au début du film. Il y a un enfant dans JLG quand même, c'est vous? Non, mais il y a des... Non, mais c'est vrai, probablement, parce que je n'ai pas eu d'enfant et que c'est abstrait et que je vois ça d'un œil probablement plus convenu, alors qu'il y a des films avec des enfants, dont certains films russes, d'autres fois. Et enfin voilà, probablement ça, mais ça c'est probablement dû à mon histoire personnelle. Est-ce que pour l'histoire des Bayards qui se font un peu entourlouper par les Américains pour vendre leurs souvenirs en film américain, en film de fiction américain, vous avez pensé un peu à ce qui était arrivé aux époux Aubrac lorsque... Ouais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je pensais à un moment faire un film entier, puis à des moments j'ai des idées de faire plusieurs films, et puis à des moments ils se réunissent. Puis il y en a qui disent ça pourrait être la première partie de l'autre, ou comme ça. Car pour faire la longueur, en tout cas plus d'1h15, ce que demande Canal+, s'il a acheté le film, si vous voulez. Mais certainement, j'ai pensé au film de Claude Berry ou à ce genre de film-là, tout à fait. Je me suis toujours demandé pourquoi, car c'était pas pour eux une question d'argent. Moi, j'avais fait que là, chez le grand-père, il y avait une question d'argent aussi, il n'était pas à ça près. Pour le personnage féminin, je m'étais toujours demandé, je ne la connais pas, pourquoi... j'ai oublié
oublié son prénom. Pourquoi Lucie Aubrac avait accepté, enfin, quel était son problème. Vous dites que vous n'êtes pas musicien, mais en fait, vous construisez souvent vos films comme un musicien qui aurait plusieurs thèmes dans la tête et puis qui en ferait un morceau. Parce que vous dites que vous avez plusieurs histoires qui se recollent. Tout le monde fait ça, plus ou moins. C'est pas de la musique, ça. Non, je veux dire... Est-ce que vous voyez que les autres films français sont construits comme ça? Non, les 3/4 des films sont construits sur des scénarios et qui ne demandent pas vraiment du... Je dirais qu'ils sont construits sur des scénarios qui n'ont pas besoin de la caméra. Le metteur en scène, après, je crois, n'a pas besoin de la caméra pour faire ce qu'il fait. Il ne se dit pas, ça, je peux le faire. Cette personne-là, cette dame, ce monsieur, cet enfant, cette vache, ce train, j'ai besoin de la caméra pour le faire. Je ne peux pas le faire autrement. Je pense qu'il ne pense pas ça du tout. Il dit, j'ai besoin de... je vais raconter un train qui fait ceci, qui déraille, où il y aura telle rencontre. Ils n'ont pas besoin, ce qui a disparu depuis l'avènement de la télévision, car une caméra de télévision n'est pas faite pour produire l'image, elle est faite pour la transmettre. Donc la nécessité d'avoir une caméra et pas autre chose, car ça pourrait être un crayon ou comme ça, donc ça a disparu. Donc ils se servent de la gloire après de la caméra. Deschillet disait, maintenant je m'ennuie avec une caméra. C'est pour ça que j'en prends 2, et après 3, parce que je dirais qu'il y a ce sentiment-là. Il y a un sentiment, je trouve, une des réussites dans ce film, sans me vanter ou en me vantant, je crois que c'est dans la partie en noir et blanc, c'est les quelques moments où on voit des vues de Paris la nuit. Et la différence avec la Nouvelle Vague et les autres, après, c'est que quand on tournait un plan dans une rue, quand on fait passer X ou Y dans une rue, c'est la rue qu'on choisissait d'abord. Alors qu'aujourd'hui, on fait passer Bruce Willis ou Depardieu ou X dans n'importe quelle rue, vous n'avez plus aucun souvenir. Là, vous pouvez vous souvenir qu'il y a la place de la Concorde, la place Montparnasse, l'un ou de l'autre, parce que c'est des endroits qui me sont restés comme un peintre de ce point de vue-là. Et qu'on a décidé de poser, d'aller peindre sur le motif, comme il disait, le motif de cette rue. Alors, pour les besoins du film, on fait passer l'acteur, mais la rue était choisie en premier. Dans le film, à un moment, vous dites que les Français ou nous sommes des morts-vivants qui pensons sur les schémas d'autrefois. Est-ce que vous pensez vraiment, si j'ai bien retenu la phrase parce qu'elle m'a fait quand même un choc, est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a aucun souffle nouveau dans l'époque contemporaine, que nous sommes une époque totalement décadente? J'ai plus ce souvenir-là. J'ai souvenir d'une phrase dont je ne me souviens plus très bien, c'est que au-dessus ou en dessous, dit peut-être quelqu'un pourra me la reciter, c'est que les Français au-dessus de 10 000 francs par mois sont, mais je ne me souviens pas de ce que... Voilà, se laissent dicter leur vie au-dessus de 10 000 francs par mois, et encore, je suis gentil. L'autre, je ne m'en souviens plus. Les 10 000 francs, j'ai ce sentiment-là, qu'à partir d'un moment où on a une sécurité, et 10 000 francs, c'est pas beaucoup, hein, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais qu'il y a un sentiment, je ne sais pas. Les autres, à des moments, on ne se laisse pas, parce qu'on ne peut pas. On est forcé de résister de quelque chose, ou des choses, on ne peut pas. C'est physiquement, moralement impossible. Après, il y a danger. Donc effectivement, mais c'est pas... D'un point de vue, je veux dire, moi je ne demande pas mieux qu'il soit attaqué, qu'il y ait une discussion après.
allez-y. Vous produisez des images qui me ressemblent à aucune autre, mais vous produisez de moins en moins de mots. La citation envahit de plus en plus vos films. Est-ce que c'est une forme de renoncement ou est-ce que ça signifie autre chose de ne parler qu'en citant? Au début du film, je m'excuse de le citer, mais que c'est un beau film dans lequel je suis honoré d'avoir joué. Un moment au début du film d'Anne-Marie Miéville, que vous verrez peut-être, mon personnage dit j'ai trop parlé. Et il dit aussi je crains une punition. Et probablement il y a ça, puis il y a tellement, j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup, je trouve je regrette que contre les cinémathèques, les ciné-clubs et tout ça, on n'ait pas réussi à les films, parce que ça doit être projeté en grand et comme ça c'est différent, à accompagner, alors que le film le livre est un compagnon absolument magnifique. Et donc, à des moments, si je trouve la phrase, je la mets, puis j'en mets d'autres, et puis je les relis. Si vous voulez, les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tous les musiciens en font des citations dans tous les sens. Rouge, vert, bleu, violet, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous les peintres aussi. Donc, les 24 lettres de l'alphabet, tout le monde aussi. Bon, j'utilise des fois les 24 lettres un peu plus composées quand elles font des mots et même des phrases quelquefois, mais je ne vois pas. Non, au début, il y a 30 ans peut-être, il y a eu un côté peut-être citation, ça m'étonnait. On m'a toujours reproché de mettre des livres dans les films. C'est étonnant, les 3/4 des films sont faits d'après des livres. Moi, je fais des films originaux, si vous voulez, qui parlent et qui sont des fois plus faibles à cause de ça, parce qu'il n'y a pas la trame, la solidité d'une trame romanesque, surtout si elle est un peu de qualité. Mais ensuite, j'aime beaucoup montrer des livres après, et on me le reproche. Enfin, on me dit c'est bizarre. Ou là, ce livre blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un livre blanc. J'aurais pu mettre le livre noir. On m'aurait dit, mais ça veut dire quoi, noir? Ben, rien, c'est un livre, et rien. Vous pouvez penser ce que vous voulez, et si le film est bon, vous êtes amené à avoir une pensée, peut-être un peu voisine de la mienne, pas la mienne, mais juste, si le film est bon, que vous énoncerez à votre façon, que moi j'énonce à la mienne. Vous passez pour être un cinéaste très intellectuel, mais moi je trouve que finalement ce qui m'a le plus frappé, c'est l'émotion dans votre film. Je vous remercie, mais le cinéma était quelque chose de très physique qu'on peut faire jusqu'à un certain âge. Et c'est extrêmement physique quand on est producteur comme nous le sommes, Anne-Marie Miéville et moi. On ne fait que des choses physiques, souvent sans émotion. Il n'y a pas assez d'émotion au niveau de la production. Alors, quand on vient le tournage, ou pour moi surtout le montage, là, c'est un moment là. Mais avant, c'est tout sauf intellectuel, si, mais pas intellectuel au sens où on le dit. Et je pense que oui, je pense que là, je me suis souvent demandé en film si on me donnait le choix, comme dans, vous savez, s'il y avait ceci ou ceci, que préférais-tu? Si tu devais être aveugle ou n'avoir plus de mains pour continuer à faire des films, qu'est-ce que tu préférerais? Moi, je pense que je dirais être aveugle. Et qu'une grande partie de mon activité avec les mains, il y aurait éducation certainement, mais je pense que je pourrais la continuer, puisque pour moi, le cinéma, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc la vue gêne souvent. Oui. En parlant de ce qu'on ne voit pas, on ne voit pas de visage, on voit des genres de dos et parler à même
Oui, c'est une phrase de splendeur et misère des courtisanes de Balzac. Et oui, c'est Esther, c'était celle qui séduit, je crois, Rubempré, ou comme ça, et comme le Rosenthal à ce moment-là, le monsieur dont j'ai parlé tout à l'heure, le marchand de tableaux, offre une édition mieux qu'une édition originale. Il offre une copie vivante d'Esther. Et il y a la phrase de Balzac qui décrit Esther, et l'autre, qui est un vieux collabo, un ancien collabo, dit alors, ah merde, mais alors ça, c'est une juive. Mais voilà, ça se recoupe, si vous voulez. Donc, par rapport à On va voir, ça vient de notre formation, je crois, la Nouvelle Vague, qui est commune à moi, Rivette, peut-être un peu moins Romère, parce qu'il était à l'université à l'époque, mais que on a été accroché par quelque chose dont personne ne nous avait parlé, qui s'appelait le cinéma, qu'on a découvert dans une petite revue de chez Gallimard qui s'appelait La Revue du Cinéma, dont les littérateurs parlaient peu, et comme ça, et qui était ce dont il nous parlait, on ne voyait pas. Il nous disait tel film est c'est un chef-d'œuvre digne de Tintoret, de Chateaubriand, ceci, mais on ne le voyait pas au sens pratique, puisque ces films n'étaient pas distribués. Le Potemkin, moi je l'ai vu bien longtemps après, puisque du temps de ma jeunesse, le Potemkin, ou pour ma mère, le Potemkin, il était interdit. Pourtant, il était célèbre, mais il était interdit. On ne le voyait pas. Donc, petit à petit, pour nous, a priori, le bon cinéma qu'on a retrouvé chez Langlois après, qui s'est mis à le projeter, ce qu'on appelait le bon cinéma par rapport au cinéma du samedi soir de l'époque, c'était celui qu'on ne voit pas. Et qu'on ne peut pas voir, c'était qu'on ne voit pas. Mais c'était le bon pour nous. Les autres, c'était le mauvais. Oui. Moi, il y a deux plans que j'aime beaucoup, ce sont les... à part, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais les deux plans de cascade dans la partie couleur qui durent quelques secondes, une jeune fille qui fait un saut périlleux-arrière et puis un jeune homme qui saute par-dessus un filet de tennis. Est-ce que ça, c'est une réponse que vous faites à la surabondance, enfin une réponse clin d'œil à la surabondance de cascades qu'il y a par exemple dans les films comme Matrix? Oh, mais non, qu'est-ce que vous avez cherché? C'est mon interprétation. Mais je crois que parce que les images, enfin, ce qu'on appelle images, ou ce qu'ils appellent images, ou ce qu'elle appelle images, la télé donne, sont d'une faiblesse et si grande que d'abord eux doivent beaucoup parler dessus, et qu'ensuite, vu ce qu'ils disent, c'est aussi d'une faiblesse énorme, sauf de temps en temps quand il y a quelqu'un ce qui arrive et que c'est transmis, bon ça va. Mais sinon, c'est qu'on est soi-même forcé de le commenter, inconsciemment ou pas. Et après, donc quand on se trouve devant la pomme de Cézanne, on se croit obligé de faire un commentaire qui est d'une nullité profonde, si vous voulez. Cézanne les a déjà fait, ces commentaires en plus, et donc, ou un délire d'interprétation, car on se retrouve dans une position de grande faiblesse. Alors il y a beaucoup de films, si vous voyez demain le film du Soleil pour les gueux de Guiraudy, qui est l'opposé complètement de ce film-là, et qui est un film d'une énorme profondeur que vous pouvez interpréter, ou le film d'Anne-Marie tout à l'heure, que vous pouvez interpréter de 1000 façons, mais il n'y a pas à l'interpréter. C'est pas un concerto de Chopin qui doit être joué d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc là, je vous le disais, le tennis, il y avait un tennis. Moi, j'aime bien le tennis et j'avais envie de faire sauter la fille. On a pris une vraie sportive qui s'entraînait je
crois qu'on appelle au Fosbury, je ne sais pas quoi, qui n'est pas Fosbury Flop, voilà, car j'ai jamais compris comment est-ce qu'on peut sauter comme ça, et elle nous l'a fait juste gentiment comme ça, qui est un petit plan qui est complètement en dehors, disons, voilà, qui est comme ça, et qui n'était en tout cas pas un saut périlleux en arrière. Est-ce qu'il y a beaucoup de plans comme ça qui n'étaient pas prévus et qui arrivent dans le film? Je pense par exemple aux toutes les inscriptions qu'on voit, comme attention enfant, etc. Est-ce qu'elles avaient été repérées avant ou bien c'est des choses qui arrivent sur le tournage? Non, ça c'est des choses, elles auraient pu être, j'aurais dû les repérer en avant. Favorite, oui. Non, on a tourné au Favori. Oui. Je m'en souviens plus pourquoi, parce que c'était un cinéma où on pouvait tourner. Et puis il y avait ce Favori. Et puis après, j'ai trouvé un autre petit café pour la fin, donc j'avais l'idée, et j'ai vu avec bonheur qu'il s'appelait La Favorite. Et donc ça, on se dit, bon ben, merci Allah, là, ou merci Dieu, comme ça, mais si c'était prémédité, je ne suis pas sûr que ça soit bon. Il y a des films où c'est bon. Je dirais qu'un film de Straub, un film d'Anne-Marie Miéville, un film de Kazan, un film de comme ça, c'est peut-être bon parce que ce coup, il vient avant, il a besoin d'être là pour la construction de la pyramide. Là, il permet d'achever un petit bout de la pyramide, donc on en est content. Des fois, on ne le voit qu'au montage. Oui, je vais juste, pas poser une question, mais juste dire que pour ceux qui culpabilisent à votre cinéma, devant vos films et devant votre cinéma qui ne le comprennent pas et trouvent trop intellectuel, ceux qui ont vu la sociologie est un sport de combat, à un moment on voit Bourdieu qui reçoit une de vos lettres que vous lui avez adressées et il dit au bout d'un moment je comprends pas. Il dit à celui qui porte la caméra, Pierre Carré, il dit vous comprenez vous? Il fait comme ça, bon, c'est un poète. C'est quelque chose de plus personnel, c'était pas très gentil de la part de Bourdieu, ça fait qu'il n'a pas raconté la véritable histoire. Je crois qu'à un moment quelqu'un d'autre, je crois dans les cahiers ou ailleurs, l'a raconté, donc moi je vais pas la raconter, mais ça s'est pas passé comme ça. C'était pas très gentil de la part de Bourdieu de se défiler comme ça. Oui, surtout sans vous demander une explication psychologique, mais j'ai constaté que ces 15 dernières années, dans vos films, il y avait un plan récurrent, c'était celui de rivage d'eau qui s'assoit au bord du lac Léman, au bord de la mer. Et c'est quelque chose qui revient constamment, et je voulais savoir si chez vous, ça symbolisait un petit peu l'origine du monde, ou si c'était autre chose de plus simple. Non, je pense que ça doit venir de moi, de ma vie. À moi, j'ai beaucoup vécu des deux côtés du lac Léman ou du lac de Genève, aussi bien du côté français que du côté suisse romand. Donc ça doit venir là, de refaire un tour par là. Et qu'enfant, je suis allé à la fois en Bretagne et en Méditerranée, donc il n'y a peut-être pas d'enfant, mais mon enfance passant par là, on y retourne forcément. Merci. Moi, j'aimerais vous poser une question un peu sur les acteurs et puis aussi en même temps sur votre travail d'acteur. Je vais peut-être demander à Anne-Marie Miéville si elle peut venir nous rejoindre, puisque vous avez été acteur dans ces 2 précédents films. Et j'aimerais savoir déjà si... Bon, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un acteur? Alors, on a l'impression, par exemple, dans ce film-là, Bono Pozzolo correspond exactement à ce que vous attendez. Pas si je me trompe, mais... Et qu'est-ce que vous attendez d'un acteur et qu'est-ce que vous donnez comme acteur? Qu'est-ce que je donne? Il faudrait me demander. Oui, Anne-Marie, j'ai envie de répondre. Et puis, Bruno, là, c'était quelqu'un que j'ai senti
bon, c'est qu'il était honnête, qu'il était propre ou qu'il avait une certaine droiture. Du fait qu'il se tient droit, probablement parce qu'il est petit aussi et qu'il se tient très droit. D'une main, il pourrait être au laboratoire, on riait toujours parce que dans les plans de fenêtre, il pourrait servir de mire parce qu'il ne bouge pas. Et donc, mais il avait cette droiture, il ferait son... voilà. Et une droiture, pas une droiture, pas une honnêteté de brigand comme Delon, bon, qui a une honnêteté de brigand, mais il y a quand même, il faut se battre. Là, pas du tout, il fera le... Donc ça allait. Je pense qu'il y a, pour nous, le cinéma étant complètement éparpillé, n'étant plus une industrie régulière, sauf à Hollywood, bon, mais qui n'est même plus fait par des producteurs, mais par des agents, des avocats, des conglomérats, d'autres choses. Donc il n'y a plus un producteur qui dit je veux faire ce, même comme du temps de Zanuck, je parle même pas de Thalberg autrefois quand il faisait Scroem, quitte à se disputer avec lui, mais quand même sans Thalberg les rapaces n'existeraient pas. Quelqu'un qui dit je veux ce film-là et pas un autre, et qui ne pense pas, qui pense peut-être que ça sera un succès, que ça gagnera de l'argent, mais qui pense je veux ce film-là et il doit être fait comme ça. Bon, ça c'est fini, ça a disparu, cet aspect production. La production a disparu, si vous voulez. Alors, effectivement, Guiraudy produit son petit film, Anne-Marie produit, moi aussi, un petit peu. Ensuite, ils sont distribués tant bien que mal, mais ils sont presque plus distribués, si vous voulez. Ils passent peut-être dans les festivals, sinon, mais il n'y a pas, on ne retrouve pas ensuite régulièrement, disons, 300 endroits comme celui-là, qui peuvent être liés par un système postal de distribution. Non, ça n'existe plus, ça. Donc, tout ça n'existant plus, j'en reviens au début, les acteurs sont devenus aussi autre chose. Au théâtre, je ne suis pas qualifié pour répondre, mais étant donné le nombre de téléfilms, de la façon dont la speakerine dit un texte et de tout ça, fait que on ne peut plus, si on a un personnage de 40, 45 ans, bon, si on a un jeune, on a une jeune, si on a un vieux, on a un vieux, qui sera moyen, qui ne vaudra pas Saturnin Fabre, ou qui ne vaudra pas Sinoël, ou qui ne vaudra pas, enfin, tous ces merveilleux acteurs dits de deuxième catégorie qu'on avait avant, qu'on avait il y a 50 ans, qui avaient chacun phrasé une diction. De Gaulle parlait exactement comme Saturnin Fabre, si vous voulez, beaucoup d'autres gens comme ça. Mais grâce à ça, donc on ne trouve plus ces acteurs. Un acteur, un homme et une femme, comme, je sais pas quoi, comme Frédéric March et Kim Novak dans le film de Delberman dont j'ai oublié le titre, d'après le scénario de Paddy Chayefsky, on ne les trouve pas, ils sont pas là. Ou ceux qu'on a, ils jouent au pire comme Depardieu, au mieux comme la speakerine, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de films qui ne peuvent pas se faire comme ça. Des films plus normaux, des fois. Donc on est forcé. Là, dans le film d'Anne-Marie Miéville, elle a essayé, elle en a cherché. Finalement, elle a dû le faire, et j'ai dû le faire, alors qu'au début, vu qu'on en avait déjà fait ensemble, ça semblait mieux que ça ne soit pas moi qui le fasse. Mais disons, si c'était moi, il y avait au moins cette vérité, plus ou moins bien jouée ou accomplie après, car je ne suis pas Frédéric March, je joue moins bien, ni Jeanne Hinks, ni X, ni Y, ni Richard Harris dans Le désert rouge d'Antonioni, mais il y a une sincérité, il peut y avoir juste cette sincérité ou cette droiture dans le chemin qui nous est donné à parcourir qu'on demande à l'acteur. Mais
même ça, c'est difficile. Puis il y a des moments, pour mon film, ça va. Bruno Poujoulou, même plus âgé, quelqu'un n'aurait pas été bien. Ils ne peuvent pas être, et chez Guiraudi, et chez Jeanne-Marie, et chez moi. Ils peuvent être une fois quelque chose comme ça. Avant, ils pouvaient être plusieurs fois. Voilà. Et ça, c'est une vraie... Oui, je dirais ça, c'est le plus... Les techniciens encore, hein. Techniciens encore entre... je veux dire, c'est pas flambi, c'est pas terrible, il faut tout leur dire. Ils font pas grand-chose, mais quand même, il peut y avoir une sincérité, et puis un certain talent, et puis si le metteur en scène ou le producteur arrive à mettre un bon climat, ben, il y en a qui peuvent s'épanouir un peu et retrouver quelque chose, comme une bonne équipe, si vous voulez. Ça dépend qui vous avez à l'Olympique de Marseille. Mais sinon, mais l'acteur, non, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est, je pense, pour beaucoup de jeunes ou plus âgés, mais ce que j'appelle, disons, le cinéma en formation, en invention, tout ça, c'est une réelle, presque, une réelle tragédie, un réel emmerdement. Parce qu'on se dit, j'ai ce bouffé, mais à qui je ne peux pas demander à Piccoli quand même, je ne peux pas demander à X ou comme ça, surtout que moi je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait, j'ai souvent essayé de prendre des anciens des acteurs à des moments où ils étaient en perte de vitesse, ou des gens que j'aimais bien, mais qui avaient Johnny Hallyday ou comme ça. Mais on peut pas, Johnny Hallyday, il peut pas jouer, peut pas forcément faire du Shakespeare comme ça. C'est pour ça que dans ce film-là, vous avez utilisé beaucoup de gens qui ne sont pas des acteurs, comme la couture, Ben, voilà, des noms professionnels, mais qui correspondent à quelque chose. La couture, je voulais qu'il y ait une vraie, comme il a une voix assez particulière, je voulais une voix qui fasse entendre le mot histoire et qui puisse tout à coup la faire entendre. Alors qu'un acteur ne l'aurait pas fait entendre, et qu'il soit vrai. On peut dire au moins c'est vrai ce qu'il dit sur l'Angleterre et la France. À un moment donné, c'est quelqu'un, il a étudié, c'est pas une phrase apprise. Voilà. Pourquoi Françoise Vernon, justement? Pareil. Pareil, pour avoir une vraie grand-mère un peu à bout de souffle et sincère, et qui a vécu cette vie-là, et puis qui a viré au catholicisme dans les dernières années de sa vie. Donc, comme ça allait dans le scénario, c'était vrai. Que ça fasse mélanger, qu'il n'y ait pas de différence, que tout le monde soit un peu comme ça. Donc, de faire de la compensation, comme disent les banques, entre ceux qui sont trop chargés ou ceux pas assez, et que ça amène quelque chose. Effectivement, c'est un travail d'orchestre entre des musiques. Ça ne peut pas se faire en musique, là où il faut, justement. Merci à vous. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Il nous reste à vous remercier d'être venu. Merci encore. Merci à vous.